Bonjour à tous, il est question aujourd'hui de Blue Jasmine, la nouvelle cuvée de Woody Allen. Woody Allen, c'est un peu comme le Beaujolais, tous les ans il y en a un nouveau. Et tous les ans, on attend avec appréhension de savoir quel va être le goût de cette nouvelle cuvée. Et ce Blue Jasmine est très très appréciable, très très bon, c'est du bon Woody Allen. C'est l'histoire donc de Jasmine interprétée par Cate Blanchett, qui était mariée à un trader interprété par Alec Baldwin. Qui a évidemment fait des manipulations, des détournements de fonds, etc., etc., se retrouve donc emprisonné, et plus si affinité, d'ailleurs au passage, vous verrez si vous allez voir le film, et elle se retrouve donc obligée de quitter son haut rang new-yorkais, dans lequel elle organisait les plus grandes soirées mondaines, pour aller vivre chez sa sœur. Elles sont toutes les deux adoptées par la même mère, mais de parents différents à la base. Et essayer de se refaire une vie en arrivant à San Francisco, sur la côte ouest. Savoir qu'il y a une grosse différence de mentalité entre les deux côtes américaines, ce qu'on a assez de mal à cerner en tant qu'Européens, mais que eux comprennent très bien. C'est un peu comme chez nous les différences entre différentes régions de France. On aime bien dire que dans certaines régions, il y en a qui sont plus chauvins, d'autres qui sont plus cons, d'autres qui sont plus têtus, d'autres qui sont plus beaufs. Les ch'tis, par exemple. C'est un peu la même chose avec les États-Unis. Ce qui est très sympa avec Woody Allen, c'est que ses histoires sont toujours assez simples. Ces personnages ont des réactions assez banales, voire même un peu clichés. On s'en rend principalement compte quand on regarde, par exemple, vous allez rencontrer un bel et sombre inconnu, qui est quand même une accumulation de clichés assez évidente, le vieux qui se fait sa crise de la cinquantaine en se tapant des petites jeunes, la vieille qui perd la boule et qui devient manipulable, l'auteur victime du syndrome de la page blanche, etc. Enfin vraiment c'est des choses très très basiques. Ce qui est fort, c'est qu'il arrive à sublimer ça avec des personnages extrêmement intelligents, brillants et cyniques. Et ce qui est encore plus fort, qu'est-ce qu'il est fort, c'est Woody Allen, c'est qu'il arrive à mettre ses pensées intelligentes dans les bouches de ses personnages sans jamais que ça n'ait l'air artificiel. C'est ça qui est très fort, c'est qu'il a une telle connaissance de la psyché du personnage qu'il a écrit, qui sait exactement comment faire jouer son acteur pour qu'il interprète le personnage exactement comme il le faut, et faire en sorte que ces discours très très intelligents, très très cyniques, sortent de la façon la plus naturelle possible. Et c'est assez impressionnant, ça se fait aussi au niveau de la mise en scène, par exemple, dans Blue Jasmine, Jasmine est régulièrement victime de migraines et d'un alcoolisme un petit peu exagéré. Et donc du coup, elle a une façon de parler, par moment, qui parle à la mise en scène, rend ses phrases assez intelligentes qu'elle va sortir, assez banales, parce qu'elle les sort en étant à moitié évorée. Donc c'est là qu'intervient le génie de Woody Allen. Un génie qui a été un peu mis à mal par sa tournée européenne. Je suis pas fan du tout de ce qu'il a fait quand il est arrivé avec ses Midnight in Paris. Pas appréciable du tout, et le reste. Les seuls bons films à mon sens de sa période européenne sont Scoop et Matchpoint, sa période londonienne. Faut croire que les pays anglophones ou anglo-saxons en tout cas l'inspire un peu plus, parce que là c'était vraiment pas terrible ce qu'il a fait ensuite. Donc j'étais un peu j'avais une petite appréhension en rentrant pour Blue Jasmine, et c'est vrai que pour le coup j'ai été assez surpris. Alors j'étais surpris par exemple de voir qu'il avait changé de format de vidéo, il est repassé au scope. Pour ceux qui ont oublié, le scope c'est bande noire en haut, bande noire en bas, l'image est très très plate. C'est un cadre qui est sublime, qu'on utilise souvent comme pour les choses qu'on veut sublimer, qu'on veut rendre plus beau, plus esthétique. Le scope marche très très bien pour ça. C'est un format, c'est assez étrange, il suffit on appelle ça couper une image en format cinémascope, et bizarrement il y a un truc avec ce format, on a l'impression que tout est immédiatement au bon endroit pour donner une géométrie sympa à l'image, faire un cadre intéressant. C'est un cadre qui est très très sympathique à bosser, beaucoup plus évident à aborder que le 16/9, et encore plus évident à aborder que le 4/3, qui là est vraiment un cadre très académique où il faut savoir gérer. Ça c'était pour la petite partie ultra cinéphile.
il est repassé au CinemaScope, qui est un format qu'il a abordé 3 fois dans sa filmographie. Sachant que Woody Allen a dû réaliser, je ne sais pas, 114 films, beaucoup moins que ça, il en a réalisé une quarantaine quasiment, une cinquantaine, je les ai pas comptés, hein, j'ai pas vérifié de liste avant, mais il a fait énormément de films, et il y en a que 3 qu'il a tourné au format CinemaScope. Tous les autres sont tournés au format 16/9. Je pense même que les plus anciens doivent être au moins 66. 66, c'est un format qui est un peu bizarre, on n'utilise plus du tout maintenant, il y a juste des tout petites bandes noires sur le côté. Si, tiens, quand les chaînes de télé zooment sur leur programme 4/3 pour les mettre presque en 16/9, parce que si on zoome trop dans le 4/3, on loupe toute l'image. C'est pour ça qu'il faut pas zoomer dedans. Et vous avez des fois des toutes petites bandes noires sur le côté. Ça ressemble un tout petit peu à ce format 1.66 des origines. Donc il a utilisé 3 fois le scope. Je crois que Manhattan, par exemple, était en CinemaScope. Je l'ai vu qu'une fois il y a longtemps, mais il me semble bien qu'il était en scope et en noir et blanc. C'est un cadre qui est justement très esthétique et je pense que c'est pour ça qu'il l'a utilisé pour Blue Jasmine. J'ai pas vu d'explication sur internet, j'ai pas vu d'article où il en parlait ou de trivia sur les tournages du film où il parlait du choix du scope. Mais c'est à mon avis dans cette idée d'accompagner cette nana qui vient de la haute classe, de la haute société new-yorkaise, et de transposer avec elle ce cadre dans un environnement prolétaire entre guillemets. Même si sa sœur est quand même pas à plaindre non plus, elle se débrouille, mais c'est plus classe moyenne, bord de basse classe entre guillemets. Je ne sais plus comment on dit, classe ouvrière. Voilà. C'est tellement méprisant que je préfère dire basse classe. Venant de moi. Il y a juste un truc qui me fait douter de cette idée, c'est que généralement quand on fait du scope, on essaie justement de bien le faire et de le faire en anamorphique. Est-ce que je me tente à vous expliquer? En gros, c'est-à-dire que l'image qui est vachement large en scope, on la compresse pour la faire rentrer sur une image carrée de pellicule. C'est-à-dire que le scope, à la base, c'est tourné en format carré. Et ensuite, on étire l'image pour lui redonner ses dimensions d'origine. Ce qui fait que du coup, on imprime sur toute la surface de la pellicule et c'est beaucoup plus beau. Là, il a fait ça différemment, il a fait du super 35 mm. C'est-à-dire qu'il a pris une pellicule 35 mm et qu'il a mis un cache noir pour que ça n'imprime que du scope. Et il a utilisé du 3 perforations. Normalement, il y a 4 perforations sur le côté d'une image, et avec 3 perforations, on met plus d'images en scope sur la même quantité de pellicule. Et ouais. Donc c'est pas vraiment du scope classe. Ce serait du scope un peu au rabais, et il y a peut-être un peu de cette idée-là aussi au niveau de la mise en scène. C'est peut-être un peu ça, cette superficialité du scope. C'est-à-dire qu'on fait du scope, mais pas du vrai scope. Je surinterprète sans doute. Mais c'était intéressant de le voir en 7/9 parce que Woody Allen, de le voir en scope, parce que Woody Allen, c'est un réalisateur qui a beaucoup de mal à changer de style. Il est connu pour faire des films d'inspiration très new-yorkaise, des films très européens en fait, c'est pour ça qu'il marche beaucoup plus en Europe qu'aux États-Unis, qui sont plus oui, il essaye de garder ce style un peu vieux film. Ces films commencent souvent avec des morceaux de jazz et un générique avec juste des écritures en blanche sur fond noir et rien d'autre. C'était pas le cas de Midnight in Paris. Si seulement ça l'avait été, il aurait peut-être eu un côté un peu moins cliché. Et il y a ce côté un peu ancien qui donne un charme, qui donne un côté vachement sympathique à sa filmographie, mais qui me semble pas toujours justifié. Et en particulier dans ce film-là, il revient un peu au drame qu'il avait l'habitude de faire avant, encore que je trouve qu'il les a jamais totalement quittés non plus, mais ses excursions européennes étaient un peu plus légères, en tout cas quand il a quitté Londres. Et je sais pas, est-ce qu'il y a vraiment besoin de ça? Est-ce qu'il y a besoin de continuer à faire des génériques à l'ancienne où quasiment tout le générique est avant le film et non pas après, comme on fait maintenant? Encore que c'est pas tout à fait le cas parce que il y a une bonne partie du générique qui est après aussi. Je sais pas, c'est vrai qu'il a du mal à évoluer en tout cas, et le voir évoluer. Il a du mal à changer, on va dire. Et le voir du coup adopter le format scope, ne serait-ce que pour un film, était assez intéressant, d'autant qu'a priori c'est plus ou moins justifié, même si j'ai laissé mon esprit vagabonder un petit peu sur ce coup-là.
Donc c'était plaisant à regarder. J'ai parlé des acteurs, j'ai parlé de la musique. Alors, je parlais de la tournée européenne et du cadre qui était intéressant. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi il est parti tourner à San Francisco pour ce film-là, d'autant qu'il ne profite absolument pas de la ville. C'est-à-dire que les 3/4 du film se déroulent dans des intérieurs, des appartements, ou dans des petits cafés new-yorkais, des petites choses genre là, mais toujours en plan très très serré et jamais vraiment filmer la ville. Et lui qui justement voulait s'inspirer des villes pour faire ses films, en partant sur son cycle européen, mais en partant à San Francisco aussi. Il y a un petit côté comme ça, un peu peu importe. À vrai dire, je pense que à part un œil américain exercer l'architecture locale, un Européen par exemple ne ferait absolument pas la différence entre les séquences à New York et les séquences à San Francisco, d'autant que filmé très très proche des personnes, des gens, des personnages, la ville qui est en fond finalement on la sent très très peu. L'architecture en fond, la vie qui a au fond de ça, elle transparaît pas beaucoup. Donc j'ai du mal à comprendre l'intérêt d'aller à San Francisco si c'est pour ne pas filmer San Francisco. Doit y avoir un plan comme ça où il y a ces grandes rues de San Francisco qui descendent tout droit, mais aller à San Francisco sans filmer un tramway, enfin c'est débile. Merde. Sans aller jusqu'à l'image de carte postale, enfin au moins sentir qu'on est dans une ambiance un peu différente. Il aurait pu trouver le même genre de beauf à New York, je pense. Ou en tout cas, il aurait pu les y mettre, ça aurait pas pu faire tâche. Donc c'est à mon sens le seul vrai défaut du film, c'est qu'on voit pas trop l'intérêt du changement de localisation. En dehors de ça, vraiment, j'ai pas grand chose à lui reprocher. En tout cas, certainement pas aux acteurs, pas à la mise en scène. La musique peut-être qui passe un peu inaperçue. Bon, après c'est normalement ça doit être du jazz, vu qu'il ne jure que par ça. Donc c'est vrai que c'est pas quand on le met à volume doux, c'est pas ce qui s'impose le plus à l'image. Il faut le mettre un peu plus fort pour qu'on en profite un petit peu. À part ça, vraiment pas grand chose à dire. Bon film. Très bon film. Je pense que j'ai enfin abordé tous les sujets à peu près dans l'ordre. Et sans me gourer, ça doit être la 20e fois que je refais cette vidéo. Ceux qui sont sur Facebook sont au courant, j'ai failli abandonner à la 14e. Donc voilà. Blue Jasmine est un bon film, un bon Woody Allen, je vous conseille d'aller le voir. C'est toujours intéressant de voir des gens intelligents parler sur un écran. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.